Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Tout ce que je vous ai demandé, c'est si je peux attraper un bus ici pour aller à Cornéan. On ne vous a pas demandé de faire des insinuations. Pour qui vous vous prenez? Je connais votre genre, oui. Je connais votre espèce. Vous en faites pas? Les gens comme vous, je connais ça par cœur. Nous tous, on voit bien d'où vous sortez. Les gens de votre farine, on en arrête. Tous les jours de la semaine. Tout ce que j'ai à faire, c'est de vous signaler et vous vous retrouverez devant le juge en 2 temps 3 mouvements. J'ai un de mes meilleurs amis qui est inspecteur. Je connais la chanson. Plantez-la avec un sourire et lui donnez le bon Dieu sans confession. Mais qu'on tombe sur lui dans une ruelle sans lumière, et là, ce serait une autre ritournelle. Moi, je suis née au coin de la rue. C'est là que je suis née et c'est là que j'ai grandi. Ces gens de la Cambrousse, ils savent même pas ce que c'est, les bonnes manières. Des Péruviens. Vous avez de la veine qu'on vous fasse pas arrêter. Fumier. On pose une question toute simple. Excusez-moi, vous savez si je peux attraper un bus ici pour aller du côté de Valras? Je me suis mis à la colle avec une fille qui s'appelait Géraldine. Elle habitait Paris, rue Traversière. Elle était de la moyenne bourgeoisie. Et on sentait bien que ses parents espéraient que l'amour soit pour Géraldine une occasion de promotion sociale, l'occasion de gravir un échelon ou deux, de passer de moyenne bourgeoisie à moyenne bourgeoisie supérieure, voire à grande bourgeoisie inférieure. Et ils ont bien senti qu'avec moi, ils allaient plutôt descendre d'un échelon, voire de plusieurs échelons. Toute petite bourgeoisie inférieure, Lumpen bourgeoisie. Quant à Géraldine, elle s'en foutait complètement que ses parents soient inquiets pour elle. Elle en rajoutait même un petit peu. On est mal. On ne peut rien s'acheter. Le bébé, il ne porte rien qui n'ait déjà été porté. On ne peut rien s'acheter. On ne part pas en vacances. On va voir les expos gratuites, les concerts gratuits, les projos gratuites. En plein air, à la Villette. L'été, on fait ça. Mais la plupart du temps, on reste chez nous, comme des rats. On mégote sur tout. On rabote. On calcule, on tire, on serre. On serre, on visse, on marchande. Au marché, on marchande. Dans les magasins, quand on marchande, les marchands nous regardent d'une manière très particulière. Comme si on n'était pas de la même civilisation. Comme si on ne savait pas qu'ici ce n'est pas l'usage. Comme si on puait. Ils nous regardent comme si on puait. Ils nous regardent comme si on ne savait pas que le prix des choses est aussi infrangible que la loi. Que ça ne se discute pas. Jamais sous nos climats. Jamais passé un certain stade de civilisation dont ils sont les remparts, eux, les marchands dans leurs magasins. Mais le marchandage, c'est tout l'art du commerce.
C'est toute la beauté, c'est toute la noblesse du commerce. Ne pas marchander, c'est insulter celui qui détient l'objet et c'est déprécier l'objet. Ne pas marchander, c'est dire que l'objet n'a pas d'autre valeur que de l'argent. Le marchander, au contraire, c'est lui donner une autre valeur. C'est dire je tiens à cet objet, je ne partirai pas d'ici sans lui, je ne partirai pas d'ici avant que nous nous soyons mis d'accord sur la valeur de cet objet. Vous, le vendeur, et moi, l'acheteur, qui sortiront aussi satisfaits l'un que l'autre de cette négociation, de ce commerce particulier qui s'est créé pour le temps de cette négociation. Car le commerce pourrait ne pas être une chose exclusivement laide et brutale, même si l'on sait qu'il est devenu généralement une chose laide et brutale. J'ai rencontré Francesca. C'était une fille de bonne famille qui vivait de manière bohème en attendant l'héritage. C'était dans un vernissage où elle connaissait tout le monde et moi personne. Elle me rendait timide et empotée. Elle trouvait ça attendrissant. Ça l'a changé des autres types très dominateurs qu'elle fréquentait par ailleurs. Ça la rafraîchissait. Grâce à elle, j'ai découvert des quartiers où j'étais jamais allé. Le 7e arrondissement de Paris, le 8e arrondissement et même le 16e arrondissement. Je voyais se mouvoir dans les rues des spécimens humains comme j'en avais jamais observé. Des vieux blaireaux en manteau de phoque baladant des chiens microscopiques. Des aristocrates autochtones qui me regardaient d'un air à la fois offusqué, suspicieux et hostile. S'imaginant sans doute que j'étais un cambrioleur en repérage, et que rien d'autre ne pouvait expliquer la présence de quelqu'un comme moi sur leur terre. On croisait aussi de jeunes oiseaux, qui semblaient ne sortir qu'à la nuit noire, après avoir passé le jour entier à prendre des bains et choisir leur parure, des jeunes héritiers, dont le seul souci était la qualité et la renommée de l'établissement où ils attendraient l'aube, en compagnie de créatures très maigres, très belles et très inquiétantes, qui les fréquentaient par amour, mais par amour de leurs étendues possessions. Elle avait un peu des théories sur tout, Francesca. Comme tous les gens bien nés, elle avait le chic pour ne jamais rien payer. Elle se laissait inviter avec une classe folle. Elle produisait sur moi un effet irrésistible, incontrôlable. C'était sa peau, ou bien son visage, ou bien sa désinvolture. Fallait que je trouve de quoi assumer le train de vie avec Francesca. Le reste du temps, je me privais. Je mangeais rien, je m'achetais rien, je vivais avec rien. Mais je disais rien, je sauvais les apparences. J'étais sous influence. Elle avait cette habitude de ne jamais aller au lit avant le petit matin. J'attendais. C'était épuisant. C'était ruineux, c'était dangereux. C'était bon. C'était ma drogue. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. Je regardais le ciel, comme je le fais toujours, comme je l'ai toujours fait. Je regardais le ciel et je regardais encore la campagne qui descend doucement et s'éloigne de chez nous.
La route qui disparaît au détour du bois, là-bas. Je regardais, c'était le soir. Et c'est toujours le soir que je regarde. Toujours le soir que je m'attarde sur le pas de la porte et que je regarde. J'étais là, debout, comme je le suis toujours et comme je l'ai toujours été. J'imagine cela. J'étais là, debout, et j'attendais que la pluie vienne, qu'elle tombe sur la campagne, les champs et les bois et nous apaise. J'attendais. Est-ce que je n'ai pas toujours attendu ? Et dans ma tête encore, je pensais cela. Est-ce que je n'ai pas toujours attendu ? Et cela me fit sourire de me voir ainsi. Je regardais la route, et je songeais aussi, comme j'y songe souvent lorsque je suis sur le pas de la porte et que j'attends que la pluie vienne, je songeais aussi à toutes ces années que nous avions vécues là, toutes ces années ainsi, nous, vous et moi, toutes les 5, comme nous sommes toujours et comme nous avons toujours été. Je songeais à cela, toutes ces années que nous avions vécues et que nous avions perdues, car nous les avons perdues, toutes ces années que nous avions passées à l'attendre, celui-là, le jeune frère, depuis qu'il était parti, s'était enfui, nous avait abandonnés, depuis que son père l'avait chassé. Aujourd'hui, ce jour précis, je pensais à cela. En ce jour précis, je pensais à cela. Le jour où il reviendra, je me répète cela, toutes ces années me suis répété cela. Le jour où il reviendra, jamais eu de doute qu'il ne revienne. Le jour où il reviendra, je mettrai ma robe rouge, celle-là que vous toutes détestez, avez toujours détestée, ma robe rouge dans laquelle j'ai l'air vulgaire des filles du samedi soir. Je cours et j'enfile ma robe rouge, et il me retrouve tel qu'il me quitta. Dans ma robe rouge, je suis la première qu'il voit, la seule qu'il voit et reconnaît aussitôt. Dans ma robe rouge, je pense ça, je suis celle qu'il reconnaît le plus vite. Il rit, je le vois rire. Il se souvient de cette robe et des danses répétées péniblement les après-midi. L'apprentissage, où chacun voulait conduire l'autre à son pas, la répétition de nos entrées. Il rit comme lorsqu'il se moquait de moi, et je suis heureuse déjà de l'entendre rire. Toutes ces années, je me souvenais du bal. Je me disais cela. Lorsqu'il reviendra, je retournerai au bal. Bonne histoire, allez savoir. Le frère et la sœur, allant au bal dans la vallée, sales types qui nous regardent et n'en reviennent pas, n'auraient jamais cru qu'on le reverrait, l'héritier mâle, n'aurait jamais parié. Ce que nous n'avons pas entendu toutes ces années. Lorsqu'il est parti, j'étais petite. Ai toujours été plus ou moins petite, enfant, gamine, enfant sans importance dans mon coin. Je ne comptais pas. Ce que je dis, ce dont je me souviens, je ne comptais pas. N'ai jamais, plus ou moins, n'ai jamais vraiment compté. Je ne sais pas. Lorsqu'il est parti, nous quitta, nous abandonna à notre triste sort, quitta la maison sans espoir, manière de parler sans espoir de retour. Lorsqu'il est parti, on ne fit pas attention à moi. N'ai jamais gardé le souvenir qu'on fasse attention à moi, et ce jour-là moins que d'autres jours encore. Et ce jour-là, plus que les autres jours encore, eh bien le souvenir qu'on ne se soucia pas de moi. Lorsque le père le chassa, dans sa colère, sa violente colère, une de ces colères terribles à faire trembler les murs, l'expression, je répète ce qu'on me dit, une de ces colères terribles à faire trembler les murs, une colère plus grande encore que toutes les autres colères, une colère de plus, ce jour-là comme tous les autres jours, car je n'ai jamais eu le souvenir,
J'étais petite et je ne comptais pas. Je n'ai jamais eu le souvenir qu'il y eut des jours sans cette colère et sans ces cris et sans cette violence, car il s'agit de violence et rien d'autre. Dans 5 minutes, elle sera là. Elle va sonner à la porte et je vais lui ouvrir. « Entrez, madame », je vais lui dire. « Je suis là. Je vous attends. » Et je vais l'inviter à s'asseoir et pendant qu'elle s'assoit, je vais sortir doucement mon cœur de ma poitrine et le mettre sur la table. Mon cœur palpitant sur la nappe blanche, comme un petit cadeau. Bien sûr, elle sera surprise. Et je vais lui dire, « Vous savez, madame, je ne peux pas faire autrement. Vous avoir devant moi et en même temps garder mon cœur étouffé dans ma poitrine, ce n'est pas possible. C'est pour cela que je préfère le sortir et le mettre devant vous, au milieu de la table, sur ce joli plateau japonais que vous m'avez offert l'an passé pour mon anniversaire. Comme ça, on pourra parler à cœur ouvert. Comme ça, on n'aura plus de secret l'un pour l'autre. Mon cœur, au milieu de la table, palpitant entre 2 bougies, entre 2 verres de champagne, ce n'est quand même pas une image désagréable. Et puis je pourrai le surveiller, parce que, vous savez, madame, entre vous et mon cœur, il y a une relation que je ne sais plus maîtriser. Tu es en train de me dire que ton mari est fidèle. Je peux te donner un conseil, un vrai conseil. Ne mets jamais ta main au feu pour aucun mari. Aucun, tu m'entends. L'homme fidèle est mort-né. Et je sais de quoi je parle. Moi aussi, je suis mariée. Et je ne me fais aucune illusion. Je sais que mon mari ne respecterait même pas un poteau télégraphique. Tu sais ce qu'on dit, il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Tu me dis que ton mari passe tout son temps avec toi au travail. Très bien. Et le dimanche, il va au foot et toi tu restes là. Il passe tout l'après-midi loin de toi. Tu me suis. Et s'il n'allait pas au foot, il te dit qu'il y va. Mais après tout, ça peut être tout aussi bien un prétexte, une excuse. Tu ne crois pas? Bien sûr, enfin. Et si on y allait? Au moins, on aurait le cœur net. On y va? Tu as peur? On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Oui, mais sans la tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Bah oui, parce que moi, là, jusqu'à mes 8 ans, faut dire que j'avais jamais rien acheté, on me payait tout. Je me suis refait un petit pécule avec tante, qu'on allait voir de temps en temps à Paris. Elle sortait plus de chez elle. Elle était vieille. Mais quand on allait la voir, elle nous filait carrément 50 balles. Ma grand-mère aussi, elle arrosait à coups de bifton de 10, qu'elle nous collait dans la main, en fermant les yeux, comme si on était des contrebandiers. Dans le village où on était, il n'y avait pas de commerce. Enfin, il y avait juste un commerce et on n'y allait jamais. Les seuls mouvements de capitaux potentiels, c'était que mon petit frère, qui était à la tête d'un magot de 42 francs, n'arrêtait pas de me lancer des paris ineptes et sans risque. C'est à cette époque-là qu'ils ont sorti la pièce de 2 francs. La pièce de 2 francs qui était un peu moche, là, et qui avait l'air un peu fausse. Et je ne sais pas comment, il y en a une qui s'est retrouvée dans ma chambre, sur une étagère. Le midi, on bouffait chez des paysans. Il n'y avait pas de cantine. Ils avaient un fils. Il s'appelait Luc. Lui et moi, on se battait sans arrêt. Et je sais pas, un jour,
j'ai eu comme un élan d'amitié vers lui. Le matin, en partant, j'ai mis la pièce de 2 francs dans ma poche. Et le soir, en sortant de l'école, je lui ai lancé la pièce. Hé, Luc! Mais le soir, à la maison, ma mère. Elle est où, la pièce de 2 francs? Je l'ai donnée à Luc. Mais on donne pas son argent comme ça. Alors j'ai traversé tout le village, et il faisait nuit. J'ai sonné à la porte des paysans. On ne doit pas accumuler tout le temps, tu vois. Contrairement à ce qu'on dit, on a besoin de dépenser. C'est pas seulement une loi économique, c'est une loi physique, physiologique, psychologique, philosophique, comme tu veux. C'est ce que dit Georges Bataille. Les États, comme les individus, ont besoin de dépenser en pure perte. Ça leur fait du bien, c'est sain. C'est ce qu'il appelle la dépense improductive. Et il dit que toute société civilisée doit consacrer une part d'elle-même à ces dépenses improductives, des dépenses qui ne sont pas rentables, qui ne sont pas des investissements. Alors tu vois, ça peut être les pratiques humaines telles comme les fêtes, comme le luxe, comme les arts, les spectacles ou même les guerres ou les cultes, mais aussi ce qu'il appelle l'activité sexuelle perverse, c'est-à-dire non vouée à la reproduction. On ne peut pas toujours gagner, on a besoin de perdre aussi. On a besoin de la perte. Moi, travailler, tu vois, c'est juste quand j'ai vraiment besoin. Mais j'ai pas besoin de grand-chose, en fait. Je suis croupière, plutôt pour des grosses parties privées. Ils m'appellent et puis je dis oui ou non. Ou alors je donne des cours de poker. Moi, je produis rien, en fait. Je suis pas dans le truc. J'ai des combines pour tout. Pour les fringues, pour la bouffe, pour les médicaments. Ça sert pas à grand-chose, de toute façon, les médicaments. Je n'ai pas de téléphone portable, ni d'adresse mail. Pourquoi faire? Je vais pas payer des abonnements à des voleurs pour me rendre esclave de la grande communication généralisée. Un pote me prête son appart. Il bosse en Chine, il est interprète professionnel. Quand il revient, je vais squatter ailleurs. Il y a un de nos 2 profs de français qui part vivre ailleurs. Il a rencontré quelqu'un, il change de vie. Du coup, on a pensé à vous. C'est vrai que vous n'avez pas les diplômes, mais ici, vous n'êtes pas le seul. Et puis, c'est dur de trouver quelqu'un. Vraiment, on le sent, nous. Il y a une crise de la vocation. Les gens, ils préfèrent faire autre chose. C'est vrai qu'on gagne pas des sommes, mais bon. En plus, nous, on est plutôt dans la fourchette haute des privés hors contrat. Mais bon, on peut évidemment pas vous faire un CDI tout de suite, mais vous commencez au salaire de base et finalement c'est pas si mal. On doit être aux alentours de 1700. Vous avez les vacances, etc. Ça devrait vous intéresser, non? Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant, vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Oui, mais sans la tendresse, le temps vous paraît long, 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 long. Le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent des plaisirs
Et l'amour fait des prouesses pour vous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui vous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous vos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de vos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, jusqu'à la fin des jours. Règne l'amour, jusqu'à la fin des jours. La 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 la